Michael Darmon, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Les téléspectateurs d'I24 News vous connaissent très bien, les auditeurs de Radio J vous connaissent aussi, et maintenant des lecteurs vont vous découvrir ou vous redécouvrir. Mais là, dans un genre très historique, c'est le pape et la matriarche, les dessous de la rencontre officielle entre Paul VI et Golda Meir. Nous sommes en janvier 1973, mais vous en profitez et c'est passionnant. D'abord, pour faire une épopée diplomatico-historico-théologique, les relations entre le Vatican et Israël, entre le christianisme et le judaïsme, et puis au cœur de ce livre, il y a un thriller. Elle est passée à côté de la mort ce jour-là. En se posant à Rome, son avion aurait pu être frappé par un missile soviétique armé par les Palestiniens. Vous nous racontez tout cela, c'est passionnant. Paul VI, Golda Meir, deux grandes figures évidemment, non sans point commun d'ailleurs psychologique, dans leur manière de prendre leur charge. Oui, absolument. Ce sont deux géants du XXe siècle. Deux personnalités qui s'engagent très tôt dans leur vie au service de leur cause pour changer leur monde, pour changer leur époque, chacun évidemment dans son histoire. Ils n'avaient rien pour se rencontrer, mais au fond, quand ils se rencontrent, ce sont deux personnalités qui ont beaucoup effectivement de points communs, qui représentent d'abord, je dirais, la fascination mutuelle entre deux peuples qui se fréquentent depuis longtemps, mais deux États qui ne se reconnaissent pas. Et qui sont bien au-delà de leur propre personnage. Ils représentent cette fascination mutuelle entre deux États timbre-poste à l'échelle géographique, le Vatican et Israël, mais qui ont tous les deux une aura et une autorité bien au-delà de leurs frontières. Deux États qui sont fascinés par le culte du secret, matricés par deux États qui ont des services secrets très puissants, deux États qui au fond à eux deux représentent cette matrice judéo-chrétienne qui au fond dirige et organise toute la société occidentale depuis la nuit des temps, mais qui politiquement ne peuvent pas à ce moment-là, nous sommes le 16 janvier 1973, ne peuvent toujours pas politiquement avoir des relations officielles. Et cette rencontre, elle est importante parce que c'est la première fois qu'un pape reçoit en audience au Vatican un dirigeant de l'État d'Israël. Il se trouve que c'est Golda Meir. Nous sommes le 16 janvier 1973. On ne sait pas encore, il y a quelques bruits de bottes, mais on en parlera, mais on ne sait pas encore à quel point Israël va basculer 9 mois plus tard dans la guerre de Kippour, mais c'est le point de départ d'une relation officieuse entre ces deux États jusqu'à ce que Jean-Paul II décide d'officialiser. Alors c'est le point de départ, c'est aussi le point d'arrivée pour Paul VI de la fin par le christianisme de l'accusation de peuple déicide contre les Juifs, amorcée par Jean XXIII, concrétisée par Vatican II et par Nostra Aetate, qui est publié le 28 octobre 65. Très important cela. Fondamental. C'est la plus grande révolution théologique, doctrinale, qui change totalement le rapport de la chrétienté au peuple juif, parce qu'il efface, après beaucoup de difficultés que je retrace, mais avec une volonté inébranlable de Paul VI, vous l'avez dit, qui poursuivait l'œuvre de Jean XXIII, mais qui efface le dogme du peuple déicide, du peuple juif responsable de la mort de Jésus, qui a provoqué tant et tant de siècles d'extermination, d'antisémitisme, de pogrom, de souffrance. Et voilà qu'il arrive avec ce chantier sur ses épaules qu'il a porté avec énormément d'énergie. Et il est face à une Golda Meir qui vient pour de multiples raisons au Vatican, et vient aussi entre autres lui demander de reconnaître l'État d'Israël, ce qu'il ne peut pas faire, parce que d'abord toute l'énergie, on l'a dit, a été consacrée à cela, et parce qu'il considère que le temps n'est pas encore venu de la reconnaissance politique. Le temps n'est pas encore venu, puis Paul VI est considéré, et le Vatican aussi, comme pro-palestinien, considéré même comme pro-soviétique parfois par la CIA. Il ne cite pas l'État d'Israël, son voyage en Terre Sainte en 64 est un peu polémique. Il y a une position géopolitique de Paul VI vraiment farouche. Oui, la position géopolitique, elle est farouche, mais je dirais qu'effectivement, vous citez ce voyage qu'il a fait en 65 en Terre Sainte, c'est-à-dire à Jordanie, Israël, en allant à Jérusalem également, comme étant au fond les travaux pratiques de Nostra Aetate, c'est-à-dire la reconnaissance du peuple juif, mais la non-reconnaissance politique de l'État d'Israël. Et c'est sur ce chemin escarpé que va s'installer la doctrine du Vatican
porté par Paul VI, puis ensuite par les autres papes. C'est la grande difficulté du moment, mais parce que lui, il ne peut pas aller plus loin, parce que l'énergie qu'il a consacrée justement pour effacer ce dogme du peuple qui avait tué Jésus, du peuple déicide, eh bien, il l'a amené jusqu'à ce moment-là. Et puis lui, c'est aussi un pape qui a considérablement changé son époque. Vous savez, tous les papes ont été secoués, traversés par les grandes secousses politiques. Lui, c'est le pape de la guerre froide. C'est le pape qui lutte contre l'arrivée ou la tentation et la menace des communistes qui peuvent diriger l'Italie au lendemain donc de la chute du fascisme. Il s'est considérablement, lorsqu'il était le cardinal Montini à Milan et qu'il était déjà le favori de Jean XXIII pour lui succéder, il s'est considérablement impliqué dans la lutte contre le fascisme. Il a participé avec le réseau des actions catholiques au fond à la création de la démocratie chrétienne qui venait juguler le danger donc, du pouvoir communiste. C'est l'anti-Pie XII de ce côté-là. Absolument, de ce point de vue-là, c'est l'anti-Pie XII. Et à sa manière, il participe aussi à ce nouveau monde au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, comme d'autres papes, comme Jean-Paul II, ont participé, lui, à la fin de la guerre froide. Une digression pour faire un saut dans le temps jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2022, le Vatican prône un seul État. Il n'est plus pour la solution à deux États. C'est un retour en arrière ? Alors, ou je dirais même que c'est une avancée quelque part, plutôt, parce que c'est ce que j'ai appris, c'est ce qui m'est venu à mes oreilles lorsque je suis allé 2-3 fois au Vatican pour cette enquête. Des proches du pape m'ont dit, du pape François m'ont dit, au fond, et ça a été écrit et documenté, le mantra, le principe de deux États pour deux peuples ne peut plus fonctionner, parce qu'ils considèrent que le fait israélien dans la région est beaucoup trop ancré et qu'il faut passer maintenant de la revendication de deux États à la revendication de l'égalité des droits, ce qui pose évidemment beaucoup d'autres questions, mais cette prise en compte de cette évolution, à rebours d'ailleurs des chancelleries qui continuent, on le voit encore aujourd'hui, à dire il faut deux États, deux peuples, mais il considère lui que ça n'est plus du tout opérationnel, et François, à sa manière aussi, essaye de comprendre et de se positionner dans cette époque. Lui, il est le pape qui doit faire face, depuis qu'il est arrivé au Vatican, à l'État islamique, au djihad islamique, à la radicalisation de l'islam, et il veut poser une action, mais sans stigmatiser l'islam. C'est pour ça qu'il invente aussi les prières pour la paix, notamment celle qu'il réussit à organiser avec Mahmoud Abbas et Shimon Peres à l'époque au Vatican, pour faire la paix pour le Proche-Orient, parce qu'il considère que cette diplomatie de la prière doit être capable de pouvoir écarter les murs et rassembler les peuples. Revenons en 1973. Vous dites de Golda Meir, femme de gauche, qu'elle est fascinée par la structure marxiste de la papauté. Qu'est-ce à dire ? C'est-à-dire qu'en réalité, il considère qu'effectivement, la centralisation du pouvoir ressemble un petit peu aussi à cette centralisation socialiste, qui est quand même ce qui organise le système qui organise l'État d'Israël. Il ne faut pas oublier que jusqu'en 1977, l'État d'Israël est dirigé par des travaillistes, qu'il a été organisé dès le départ par l'idéologie justement marxiste, de gauche. C'est l'État kibboutz, c'est l'État collectiviste. C'est l'État kibboutz, c'est l'État collectiviste. Et donc il y a je dirais un intérêt aussi à regarder ce petit État qui centralise au maximum les informations, la direction et surtout le renseignement. On connaît cette fameuse formule de Staline qui disait le pape combien de divisions pour brocarder sa puissance. Eh bien, Ben Gurion et Golda Meir, eux, prenaient la position inverse en disant il faut oublier. Le mot de Ben Gurion, c'est oublier ce cliché absurde de Staline sur les divisions du pape et demandez-vous sur combien de personnes il peut compter, parce qu'en fait, en réalité, c'est le plus grand service de renseignement du monde, un réseau considérable. Justement, dans ces années 70, la CIA est en froid avec le Vatican. Golda Meir voit l'opportunité de remplacer la CIA par le Mossad, en complicité avec les services secrets. Absolument, parce que hormis évidemment les considérations théologiques et historiques qui donnent un intérêt à aller rencontrer celui qui dirige quand même les consciences de plus d'1 milliard d'êtres humains, il y a les considérations géopolitiques. Et comme vous l'avez dit, effectivement, le Vatican est un territoire, un terrain de jeu, un terrain du grand jeu, comme on appelle, du renseignement, entre la CIA et le KGB. Et voyant qu'effectivement, il y a quelques délicatesses entre la CIA et le Vatican, le Mossad dit c'est peut-être le moyen, le moment d'aller aussi se poser, s'infiltrer, parce que
justement, il y a cette capacité de renseignement, de réseau diplomatique. J'en ai parlé avec le cardinal Celli au Vatican, qui a été un des négociateurs de l'accord fondamental avec Israël plus tard, qui lui aussi est très versé dans les relations secrètes donc du Vatican avec le monde chrétien. Et je lui dis, et je lui fais valoir ça. Et je lui dis, c'est le plus grand service de renseignement du monde. Et il a une espèce de moue amusé comme ça où il me dit non, vous savez, c'est vraiment beaucoup trop d'honneur. Mais enfin, vous savez ce qu'on dit. J'aimerais bien savoir qui est le deuxième. Tout à fait. Alors, cette collaboration va donner le démantèlement de cet attentat incroyable. Je veux pas qu'on le raconte parce qu'il faut le lire. Cet attentat avec des missiles solaires soviétiques qui étaient installés tout près de l'aéroport où devait se poser Golda Meir. C'est à lire comme un véritable thriller. Mais je voudrais venir sur la partie plus géopolitique. Vous dites 1967 a tourné la tête d'Israël. Golda Meir va le payer parce qu'elle ne verra pas venir, en tout cas pas assez tôt, la guerre du Kippour. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec aujourd'hui et le 7 octobre ? On fait un parallèle, et il est fait en parallèle, absolument. Vous savez, jusqu'à la veille du 7 octobre là, de 2023, tout le monde, tous les médias, y compris moi-même, on préparait, on présentait les émissions sur 50 ans après le grand dysfonctionnement, après la guerre de Kippour. Et voilà que pratiquement jour pour jour, le 7 octobre 2023, vous avez ce qui s'est passé, les massacres donc du Hamas dans le sud d'Israël, qui participent également, je dirais, aussi, et on commence à le comprendre, d'une forme d'aveuglement également, décidé ou pas, en tout cas on verra bien, mais d'aveuglement d'Israël, en tout cas de manque de discernement d'Israël sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe de l'autre côté, comme au fond, qui est aussi, je dirais, motivé, expliqué par cette volonté, cette capacité de dire nous sommes surpuissants parce que nous avons la cybersécurité, nous avons la supériorité numérique, nous avons toute la fameuse barrière qui protège Israël, et quelque part cette confiance que prend Israël dans sa supériorité technologique, économique et militaire, et de soft power. En boutade, mais c'est pas vraiment une boutade, on dit aussi beaucoup que, au fond, les Israéliens ont beaucoup trop regardé les séries israéliennes, en particulier la série mythique Fauda, qui raconte en permanence comment la puissance du renseignement et de l'action et opérationnelle d'Israël permet à chaque fois de lutter, de déjouer les attentats. Et voilà, on est au tout début, bien évidemment, de la tentative d'explication sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais cette période-là, comme celle effectivement entre 67 et 73, correspond à une période euphorique qui peut-être a perturbé le discernement. Michael Darmon, Le Pape et la Matriarche aux éditions Passé Composé, Paul VI, Golda Meir, mais ça dit beaucoup plus sur Israël, sur la chrétienté et sur plus d'un demi-siècle d'histoire. Merci, bonne journée. Merci à vous. Radio J. Retrouvez le Barbier du matin sur le site radioj.fr, sur la page Facebook de Radio J et sur l'appli Radio J.